M'accablez point, madame, un prince. Dablina. Un couvre-feu qui va... Fabienne Pasco. Gardez bien votre masque. Arsena. C'est avec deux textes de la gare. M'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Je fais genre, je connais Bérénice, en fait, ça fait 2 ans que je récite le même monologue. Ce soir, je vais donc à la Villette pour aller voir les Tréteaux de France, Rode Marinucci. Bérénice donc. Je vous en ai parlé dans la vidéo il y a 2 semaines à peu près, où je vous ai dit que ça me tentait bien d'aller voir ce Bérénice. Même plus de 2 semaines en fait, 3 semaines. Puisqu'il y a 2 semaines, c'était la vidéo pour Actoral. Et je pense que c'est un texte auquel la simplicité va bien. Ah bah dis donc, c'est bien d'aller voir du Racine parce qu'en français c'est pas ça. Hein. Mais quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Tous les lundis on se retrouve sur cette chaîne pour parler de théâtre, pour faire un bilan de la semaine théâtrale écoulée. Et si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, et ben n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur un bouton qui ressemble juste à ça et en activant la petite cloche pour ne pas rater une seule vidéo. Bonsoir. Je tombe sur la vieille mort du théâtre qui bouffe des carottes. Mais elles sont pas tranquilles avec mes carottes. Franchement, vous avez tous faim au théâtre, bah moi je bouffe des carottes. Je vous jure, sous le masque, je la voyais glisser la carotte. Franchement, c'était extrêmement lisible. Attends, mais je parle en mangeant ma carotte. On comprenait tout. Il y a même des trucs que j'avais pas encore entendus. Je peux dire que j'ai jamais vu de très bon Bérénice à part celui de Gruber à la télé pendant le confinement. Je sais pas si tu l'as vu. Vous devez d'autres soins à Rome, à votre gloire. Bah, Tu l'as j'ai vu vu en partie. J'ai surtout lu 4 fois Bérénice, 5 fois en Bérénice en 1 mois, 2 mois. En mois, c'était quand que ça a été diffusé? Non, c'était le confinement. C'était avril, mai. Ça fait combien de temps qu'on est confiné comme ça? Et toi, t'étais pas bien placé parce qu'il y avait aussi une super utilisation. Non, mais j'étais à 4 fauteuils de toi et juste derrière. Non, mais tu voyais pas. Non, moi, là où j'ai eu un problème, en fait, c'est que déjà, les Alexandrins, c'est très tatata, 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 tatata. Ça, oui, les Alexandrins, c'est très tatata. Oui, mais on peut s'en détacher aussi Mais parfois. elle est très détachée de ça, Bérénice. Elle ne dit pas d'Alexandrin, elle dit des phrases. Oui, non, Elle est Bérénice, c'est vrai. complètement Moi, c'est surtout sur les intentions. Même quand on a la musique de l'Alexandrin, ça peut marcher quand même. Mais je trouvais que les intentions, j'ai trouvé beaucoup trop en colère en fait pour du Bérénice. Je comprends pas pourquoi Bérénice et Titus s'engueulent autant. On a C'est pas que tu l'impression. comprends pas, c'est que tu as déjà ta vision du truc et que tu. Pour moi, c'est pas que tu comprends pas, c'est que tu pas forcément accepté. À mon avis, tu as trop lu. Non, mais représenté, je suis d'accord, idée. j'ai une vision très très marquée de ce que doit être Bérénice. Quand même, il y a des sentiments que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi Titus d'un coup se met en colère lorsqu'il demande à voir Bérénice. Enfin, il n'y a aucune raison d'être en colère à ce moment-là. C'est l'interprétation un peu facile. Ah, tu vas m'énerver là. Genre celle qu'on attend. Tu sais, il y a une réplique de Jean-Marie Besset qui dit tous les clichés sont vrais. Mais parce que parfois, ce qu'on attend, c'est quand même ce qui est le plus réel. Non, mais je veux dire, si c'est attendu, c'est peut-être parce que c'est éprouvé par la majeure partie du temps. Peut-être que toi, tu vas pas t'énerver quand tu vas quitter l'homme de ta vie. Mais genre, moi, je pourrais être vénère par exemple. T'énerver contre le monde entier. Mais même quand, tu vois, quand Titus et Antiochus se voient pour le... Prince, vous partiez sans me dire au revoir, je sais plus quoi. Quand il va lui annoncer qu'il veut lui demander sa voix pour dire à Bérénice que Yes. peuvent plus se voir. Il n'y a aucune complicité à ce moment-là. Il arrive un petit peu vénère déjà. Après- Pourquoi t'es vénère? Tu vas demander à ton pote de t'aider. Bon, moi, Titus, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Après, moi j'ai beaucoup Moi, aimé j'ai beaucoup aimé Antiochus. Antiochus et Bérénice. Il y a un rythme aussi qui s'accélère vachement. Mais ça, tu le vois parce que il y a un travail sur le texte qui est exceptionnel. On entend tout. Qu'est-ce que t'as... Enfin, moi, j'ai tout entendu. En tout cas, j'ai entendu le maximum. Ah bah j'ai tout entendu, ça c'est sûr. Bah, Mais tout est clair, tout est lisible, la mais diagonale, tout est je utilisé. trouvais que beaucoup de choses sonnaient fausses. Ouais, moi je trouve que c'est un très bon travail. C'est pas le Bérénice de ma life, mais quand je compare au Bérénice que j'ai déjà vu, c'est-à-dire. Ouais, je sais plus, j'ai vu un Bérénice de Mayette, c'est assez chiant. Et un Bérénice, celui qui était à l'Odéon l'an dernier, tu l'as vu? Non. C'est l'hypote? Moi je suis pas sûre. Là, il y a le texte, et le texte. Mais moi c'est ça qui m'a énervé, c'est que le texte je l'adore, je le Mais trouve parce que magnifique. le texte, tu l'as en tête, tu l'as trop en tête, tu as pas réussi à faire abstraction de ton Bérénice, ta Bérénice, ton Titus. Faut venir vierge au théâtre. Bah là j'étais pas vierge. Ouais oui mais non. Parce que regarde par exemple le Macbeth de Braunschweig. J'ai revécu la même là là. sensation que ce que j'avais vécu au Macbeth de Braunschweig. Où Non, là mais pour le attends. coup je n'avais jamais lu Macbeth. Donc j'avais aucune idée préconçue. Ouais, mais c'est très différent. Et à chaque fois quand j'entendais une phrase, je me disais mais l'intonation ne va pas avec la phrase que j'entends. Et là pareil, à plein de moments je me disais mais ce que tu dis ne correspond pas au ton que tu prends pour le dire. Mais je suis pas d'accord avec toi. Mais Titus, il était représenté un peu comme un
Enfin, objectivement, comme un lâche. Justement, je trouve pas qu'il fasse lâche. Ah, Je, si. je trouve qu'il fait petit chef là. Mais non, c'est un lâche, il se casse quand Bérénice. Ah non, pour moi, c'était un lâche. Non mais ça, il se casse quand Bérénice arrive, veut dire c'est dans la pièce Non, ça. mais moi, je me suis vraiment laissé porter par un truc, une histoire d'amour qui finit mal, quoi. Une histoire qui tombe à l'eau. Quelques mots sur ton piano. Tu connais? C'est écrit. Mais pas par du contre, tout. je retiens quand même Antiochus, que j'ai trouvé très bon. Mais ça m'étonne parce que c'est quand même l'Antiochus qui marque le plus. Mais ça me dérange pas qu'on marque l'alexandrin. Ce qui me dérange, c'est quand les intonations sont mauvaises par rapport à la phrase. Oups, là, là, quand j'ai ma carotte aussi, après tout le monde va. Mais non, ça c'est bien. Ça Non mais fallait que- c'est bien que tu aies un avis positif, ça contrebalance avec moi Ah non, moi je suis vraiment. Mais je suis, qui enfin, suis je suis déçu parce que vraiment, j'avais des attentes, d'émotions. Et j'avais envie de pleurer comme Mais t'as j'ai déjà pleuré. pleuré quand t'as vu Bérénice? J'ai pleuré en le lisant. Bah, Mais genre, je me suis effondré Je en t'enverrai. larmes. J'ai la version avec Laurent Terzieff et Daniel Lebrun en vidéo. Je l'ai acheté à Lina. Dablina. Dablina. Quoi, tu veux pas que je dab? Elle a dabé. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin. Bon, Il me reste 2 spectacles à voir cette semaine, avant le couvre-feu donc. Vous savez quoi, je suis pas mécontent d'avoir fait des semaines théâtrales très chargées ces derniers jours. Je pense que j'ai vu depuis la rentrée au moins 25 ou je sais pas, ouais 25 spectacles. J'étais en train de compter là, ouais. 25 spectacles en 40 jours, c'est pas mal. On aurait pu faire mieux. Bon, après ce petit coup de massue, on va aller au théâtre de Belleville. L'ambiance va pas être ouf je pense. donc ce soir au théâtre de Belleville, c'est Point Cardinal. C'est l'adaptation d'un roman de Léonore de Recondo, qui est mis en scène et interprété par Sébastien Desjours, qui va parler de la transidentité et surtout de la transition en fait, de ce moment de basculement. Bah bonjour. Je vous demanderai de garder bien votre masque. Je traîne pour tourner cette vidéo depuis que je suis rentré, il est 2h du matin. Je regardais un peu ce qui se passait sur Twitter par rapport à ce couvre-feu, qu'est-ce qu'on va faire pour les théâtres. Et d'un côté, je comprends tout à fait, qu'il faille faire attention, qu'il y a eu effectivement un gros relâchement. Le problème majoritaire du nombre de morts de coronavirus, c'était quand même l'incapacité d'amener des gens en réanimation parce qu'il n'y avait plus de place. Peut-être que si on s'occupait un peu de l'hôpital, il y aurait moins besoin d'avoir des mesures aussi drastiques en deuxième vague. Et en même temps, cette chaîne n'est pas du tout le lieu pour faire de la politique, donc on va s'arrêter là. J'ai croisé beaucoup de gens au théâtre de Belleville ce soir, des artistes, des metteurs en scène, des attachés presse. Évidemment, c'est pas quelque chose que je montre dans les vlogs, mais je sens bien qu'il y a une vraie petite déprime ambiante qui est pas simple à gérer. On se retrouve toutes et tous dans des situations un peu compliquées, un peu plus précaires qu'avant, à des niveaux différents, mais l'impact est là, l'impact est bien réel. Et ouais, ce soir, franchement, j'avais presque pas envie d'être au théâtre finalement. C'est con, hein. Sur ces notes un peu tristes, ce spectacle Point Cardinal, qui était un joli spectacle, donc qui parle de la transidentité, qui en parle très proprement. Il n'y a pas trop de problèmes de vocabulaire, mais c'est vrai que j'ai toujours un problème, moi, quand même, quand on raconte quelque chose d'aussi intime que la transition, qu'il n'y ait pas de personnes trans impliquées dans le projet, ni à l'écriture, ni à la mise en scène. Et après, en même temps, c'est plutôt bien écrit. Il y a des distinctions qui sont faites, moi, qui m'ont plu, parce que souvent, il peut y avoir des clichés. Bon, il se trouve que là, le personnage est aussi drag queen, et qu'il y a un personnage de drag queen qui s'appelle Mathilda. Et par exemple, il y a une distinction qui est faite entre Mathilda et puis Laurent, qui n'a pas encore, à ce moment-là de l'histoire, de prénom féminin. Laurent est genré au masculin, c'est un père de famille, et lui-même commence seulement à se genrer au féminin, donc elle-même commence à se genrer au féminin, seulement à la toute fin du texte. Il y a aussi tout ce contraste entre l'exultation intérieure, la joie intérieure qui est croissante. Plus la féminisation arrive, plus la joie est croissante, et en même temps, plus la féminisation arrive, et plus la violence extérieure est croissante aussi. Et en même temps, la violence extérieure ne vient à aucun moment entacher la joie intérieure. Si j'ai bien compris, c'est sa première mise en scène, et franchement, très sobre, avec des jolies lumières, beaucoup de simplicité. Ça aussi, à la limite, ça fait partie des trucs bien, c'est que comme c'est un homme qui l'interprète, et qu'on est avant la transition, et même on est avant même l'affirmation de genre. Et c'est un personnage c'est pas qu'il se découvre, c'est qu'il accepte enfin de verbaliser son ressenti profond. Donc je pense que globalement ça part d'une très bonne intention, c'est bien foutu, mais en même temps je peux pas m'empêcher de penser qu'on a un peu fini
sur cette façon-là de raconter les vies des personnes transgenres. Et vous voyez, la preuve, c'est que je genre ce personnage au masculin depuis le début, alors que c'est une femme transgenre, et qu'en même temps, 99% du spectacle est au masculin. Donc voilà, j'ai trouvé ça joli, bien fait, je pense que ça peut amener des gens à vraiment se questionner sur le rapport à la transidentité. Ça peut ouvrir à des questions, à des perspectives. Après, c'est pas le meilleur moyen d'accéder à ces questions. Parce que aussi, ça cristallise la personne trans, principalement sur son identité passée, alors que c'est plutôt l'inverse. Il faudrait cristalliser l'identité actuelle, donc une femme, éventuellement si le propos est de raconter le parcours et ce qui est compliqué dans la transition, parce que là, bon, ça raconte, c'est quand même un père de famille avec une femme. Ça peut être intéressant de raconter ce parcours-là, mais c'est à la femme trans de le raconter. C'est pas... Je sais pas, je suis mitigé, je suis partagé en fait. Mon moi d'il y a 6 ans, 7 ans, qui était peu éveillé à ces questions-là, aurait adoré ce spectacle. Et mon moi d'aujourd'hui a lu beaucoup trop de choses et beaucoup trop de témoignages de personnes trans, et je me suis beaucoup trop éveillé au militantisme trans pour me dire que ça marche de faire ça. Bon, allez, bonne nuit. Ce soir, on va au théâtre de Sartrouville, le CDN des Yvelines, pour un spectacle de Sylvain Maurice. Sylvain Maurice qui dirige le CDN. Je suis essoufflé parce qu'il y a une navette à choper et il faut que je cours. Avenue de la Grande Armée, putain. Là, pour le coup, je suis vraiment en retard. Le spectacle s'appelle Un jour je reviendrai et c'est avec 2 textes de Lagarce qui sont l'apprentissage et Voyage à la haie. Et c'est un seul en scène, donc mis en scène par Sylvain Maurice et interprété par Vincent Dissez. Putain, ça passe jamais au vert ça. Et en fait, ils avaient déjà collaboré dans un seul en scène pour Réparer les vivants, l'adaptation du roman de Maëlys de Carangal. Oh. Là, regardez. Là, c'est les Champs-Élysées. Bonjour. Oh là là, vous êtes en immersion, Hyper équipé, là. ouais. Ça va, on est bien pour le Vous l'êtes dessus. En mode scolaire, au dernier rang. Et donc Réparer les vivants, j'avais vu les 2 versions. Parce que c'était la période où Réparer les vivants, c'était un carton. Puisqu'il y avait Emmanuel Noblet aussi qui avait sa version au Petit Saint-Martin et au Festival d'Avignon. Et en fait, donc tout le monde parlait de la version d'Emmanuel Noblet à ce moment-là. Et moi, complètement par hasard, sans me renseigner, en fait, j'avais pris des places au théâtre Paris-Villette où il y avait Réparer les vivants, mais dans la mise en scène de Sylvain Maurice. Et en fait, en arrivant, je me suis rendu compte que c'était pas le spectacle que j'avais prévu de voir, mais j'avais tellement aimé sa mise en scène. Ensuite, j'avais vu celle d'Emmanuel Noblet au Petit Saint-Martin et j'avais aimé les 2 versions. Je pense que j'ai fait une vidéo sur celle d'Emmanuel Noblet, mais il doit y avoir de vidéo sur celle de Sylvain Maurice. Et en tout cas, je suis très content de retrouver Seul en scène parce que je trouve qu'il a une façon d'aborder le seul en scène assez intéressante. Donc bon, voilà, il reste 2 minutes avant le départ. J'étais un tout petit peu en avance. C'est beau Lagarce, hein. C'est quand même très très beau et c'est d'autant plus beau quand c'est mis en scène avec la simplicité quand il en faut, quelques effets de lumière bien choisis, des délimitations de l'espace, ça c'est très beau. Toute la pièce est vraiment, c'est plateau nu hein, complètement, la seule architecture c'est la lumière. Et lui, Vincent Dissez, il bouge à peine. Toute la première partie, quasiment pendant, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure, il est vraiment au centre de la scène. Je pense que ses pieds décollent à peine du sol. La lumière joue vraiment un rôle dramaturgique assez fort. On passe vraiment d'espaces minuscules avec une lumière très sombre, très intime, et puis d'un coup, on se retrouve sur un plateau immense avec un fond blanc, une grande projection lumineuse. Il n'y a pas d'image, rien. Le seul truc que j'aime pas, et quand c'est apparu, j'ai fait oh, ça m'a presque sorti de la pièce. Il y a des carrés qui sont découpés au sol. Et à un moment, ils sont colorés, je crois. Et alors, j'avais l'impression de voir les scénos des plateaux d'humoristes. Des trucs de stand-up, là, où ça s'enchaîne. Et t'as toujours, genre, des gros ronds ou des gros carrés roses au sol, dans un dégradé bleu, rose, jaune, enfin, tu vois. Et lui, Vincent Dissez, il est... mais comme dans Réparer les vivants, hein, c'est-à-dire que tu l'écoutes... En plus, la langue de Lagarce, c'est quand même pas la langue la plus simple. Et en même temps, j'ai trouvé, très étonnamment, le premier texte, l'apprentissage, commence vraiment sur une langue, la langue qu'on connaît, qui est la langue de Juste la fin du monde, ou c'est quoi que j'ai là ? Musical. Oui aussi. Mais moi je connaissais pas ce texte, les 2 je les connaissais pas en fait, ces 2 textes de Lagarce. Et je trouve qu'au début, donc on retrouve cette langue avec toutes ces répétitions, ces phrases coupées qui se répètent, cette épanorthose. D'ailleurs, venu de loin. Cette épanorthose où il se corrige lui-même, hein. Il ajoute des adjectifs, il renforce une phrase en la reprenant, etc. Et donc, on a ça très fort au début, et je trouve que finalement, plus le texte avance et plus on s'en détache. C'est une autre langue encore. Après, ces 2 textes qui sont assez tardifs, si j'ai bien compris. De Jean-Luc Lagarce.
C'est ça qui est bien, on fait les recherches ensemble, voilà. Oui, je suis sur Wikipédia, hein, croyez quoi. En fait, c'est ça, moi je connais la période 87-90. Dernier remords avant l'oubli, Musical, Juste la fin du monde. Ah, Le Pays Lointain, c'est 95. Mais Le Pays Lointain, ça reprend quand même beaucoup Juste la fin du monde. Hein. C'est presque le... Enfin, c'est le même récit. Ouais, L'apprentissage 93 et Le Voyage à la haie 94. Et il est mort en 95. Le Voyage à la haie, tu sens que c'est bien la fin. Hein. De toute façon, ce qu'il raconte dans Le Voyage à la haie, c'est son voyage aux Pays-Bas. Il est déjà bien malade. Il n'y a pas une seule fois le mot sida dans toute la pièce. Il n'y a pas un seul nom de maladie. Il n'y a pas le nom des pièces pour lesquelles il va aux Pays-Bas. On ne sait pas quel spectacle il met en scène. On ne sait pas avec quel spectacle il est en tournée. Il raconte cette tournée de son spectacle, mais on ne sait pas ce que c'est. Tout le récit est décontextualisé. C'est presque comme s'il n'y avait pas d'époque même. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucun repère temporel. Et en même temps, s'il écrit Le Voyage à la 94... A priori, ça doit être la cantatrice chauve. Il n'a pas non plus fait 36 mises en scène pendant l'apprentissage. Ça raconte sa vie à l'hôpital, ça raconte ses examens médicaux, lui en tant que sujet médical. Ce qu'il retranscrit en fait de son humanité à lui à ce moment-là, de comment il sent que son humanité est traitée dans le système hospitalier, dans le système de soins. C'est presque documentaire, cette approche-là. J'ai eu un coup de fatigue à un moment, mais en fait, en ce moment, comme je dors pas beaucoup, dès que je m'assois dans une salle et que la lumière s'éteint, j'ai envie de sombrer. Et quand Le Voyage à la haie a commencé, je vous jure, hein, j'ai ressenti une émotion, et je suis revenu au plateau, et il avait les yeux pleins d'eau. C'est l'expression québécoise, ça, les yeux dans l'eau. Et je me suis dit, c'est fou, en étant distrait, j'ai ressenti quelque chose qu'il était en train de transmettre, hyper bizarre. Mais surtout, ce que j'ai trouvé fou, si Lagarde s'était montée sur scène pour raconter son histoire, elle avait pris la parole comme ça, elle aurait presque improvisé, je pense qu'on aurait été pas loin d'un truc comme ça. C'était hyper authentique cette prise de parole, c'était hyper étrange. C'était franchement une bonne soirée. Mais non. Je suis en train de regarder 10%, la nouvelle saison. Et dans l'épisode 2, qui je vois? Fabienne Pasco. Fabienne Pasco, c'est la directrice de la rédaction de Télérama. C'est un peu une icône. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à m'intéresser à la culture. Le premier truc que j'ai fait, évidemment, c'est je me suis abonné à Télérama. Et je voyais sur les pages théâtre ces deux colonnes violettes, ou cet encart violet. Tu vois, les autres, ils signaient leurs critiques en petit à la fin. Elle, c'était écrit en énorme. La chronique de Fabienne Pasco. Et c'était mon rêve. Je voulais être Fabienne Pasco. Je voulais avoir la chronique de Ronan, tu vois. Toutes les semaines, quand je recevais Télérama, le premier truc que je faisais, c'est j'ouvrais page théâtre, la chronique de Fabienne Pasco. Mes premières années à Paris, je ne jurais que par ça. Bon, après, j'ai développé mon esprit critique, etc. Et donc, je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Et heureusement, d'ailleurs. Ce qui est fou, c'est que, bon, au début, c'était juste un nom, moi, pour moi, Fabienne Pasco, c'était juste le nom de cette chronique. C'était un peu Carrie Bradshaw. Il y en a qui ont Carrie Bradshaw, moi j'avais Fabienne Pasco. Puis après, j'ai commencé à la croiser au spectacle, évidemment, donc j'ai mis un visage sur ce nom. Vous voyez tous les bracelets qu'elle a là? C'est un peu devenu sa marque de fabrique. Ouais, Karl Lagerfeld a un col blanc, Jean-Paul Gaultier a une marinière, Fabienne Pasco, elle a tous ses bracelets. Donc en plus, c'est ça qui est fort, c'est que non seulement c'est une référence dans la critique, dans le paysage théâtral, mais c'est aussi c'est un personnage, quoi. Au théâtre, quand t'entends clinguer un peu, tu sais que Fabienne Pasco est dans la salle. Ils ont eu tellement raison de la mettre dans cette série, et en même temps, c'est un coup de génie pour Télérama, je trouve. Parce que vu le sujet, en plus, ça place Télérama comme la couverture prestigieuse du monde de la culture. Et moi, je l'adore. Le truc le plus fou, c'est quand on m'a demandé d'être membre du jury du Festival Impatience la première année. Je savais pas du tout qui y aurait dans le jury. Et j'avais pas vraiment compris que j'allais faire partie du jury officiel, en fait. Et je me souviens que je me pointe à ce premier rendez-vous. Et je vois, bon, déjà Eric Ruff, Charles Berling, enfin bon, j'étais déjà largué, mais Fabienne Pasco. Je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné en fait. Parce qu'elle est hyper impressionnante en vrai, hein, toujours hyper élégante. Je rêve d'avoir un jour ce truc quoi. Moi je rêve d'être Fabienne Pasco en fait. Vous avez vu dans quel état ça me met? Je vois Fabienne Pasco dans 10%, je suis comme un ouf. Alors le problème c'est qu'avec tout Elle ce joue qui s'est bien en passé, plus. C'est organisé autrement. Tony va jouer à l'Odéon une pièce de Shakespeare, Othello. Elle joue vachement bien. Mais c'est ça que je devrais faire comme vidéo. Je vais y réfléchir, je vais y travailler. Si je réussissais à faire une vidéo backstage avec Fabienne Pasco, ça serait ouf. Je voulais aussi vous parler d'un autre communiqué que j'ai reçu, parce que je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi-même, j'en ai jamais parlé, alors que c'est quand même un super truc. C'est les Grands Prix de littérature dramatique et
Ouais, fatigué. C'est les grands prix de littérature dramatique et littérature dramatique jeunesse 2020 de Arsena. Chaque année, Arsena met à l'honneur les textes, la littérature dramatique, vraiment en tant qu'objet. C'est-à-dire pas juste en tant que publication d'un texte de théâtre, mais vraiment un objet littéraire. Il y a beaucoup en fait d'éditeurs de théâtre et c'est pas le secteur le plus lucratif, on va pas se mentir, parce que à part les profs et les étudiants, il n'y a pas grand monde qui achète des textes de théâtre. Et cette année, les lauréats, ce sont deux autrices. Le Grand Prix de littérature dramatique, donc c'est Romance de Catherine Benamou, publié chez Koiné. Une histoire d'une adolescente de 16 ans qui s'évade par internet, qui trouve l'amour entre guillemets par internet, mais qui se retrouve avec un mec fiché S. C'est raconté par le prisme de Imen, sa meilleure amie. N'est pas sans rappeler Ismène de la sœur d'Antigone. Et le prix jeunesse est attribué à Sophie Merceron pour Avril, publié à l'école des loisirs. Je savais pas que l'école des loisirs publiait du théâtre. Un petit garçon qui a perdu sa mère et qui fait pas mal de cauchemars depuis. Romance, là ça m'intrigue trop. Ah bah écoute, 10 €, c'est pas cher en plus. On est vendredi, ma semaine théâtrale s'arrête là pour moi. Quand vous verrez cette vidéo lundi, le premier live dimanche sera passé. Maintenant la diffusion du lundi a lieu à 21h pendant toute la période du couvre-feu parce que je veux qu'on puisse profiter à fond du temps qui nous reste avant 21h et donc ça serait con qu'on se retrouve à 19h devant un écran alors qu'à 21h on sera contraint d'y être devant cet écran. Et pendant la diffusion en live du vlog lundi, je suis présent sur le chat pour répondre à vos questions, pour discuter avec vous. Et puis le live du dimanche que j'avais prévu de mettre en place la semaine dernière, il aura bien lieu ce dimanche. C'est sur mon Instagram @RonanYD. Pourquoi j'ai ma capuche, oui. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh bien n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici sur un bouton qui ressemble à ça et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo parce que oui, quand on est abonné à une chaîne sur YouTube, on n'est pas forcément au courant des nouvelles vidéos de cette chaîne. C'est la magie de l'algorithme. Donc trompez l'algorithme et activez la petite cloche. J'espère que cette semaine théâtrale vous a plu et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.